Le système judiciaire français, oula, ça peut faire un peu peur, hein. On a l'impression d'un vrai labyrinthe. Mais pas de panique, aujourd'hui on va démystifier tout ça ensemble, on va décortiquer les principes et les étapes clés. Ah, la salle d'audience. C'est l'image qu'on a tous en tête, n'est-ce pas? Mais qui sont vraiment ces gens? Au-delà des robes noires et du décorum, qui fait quoi exactement? C'est par là qu'on va commencer. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases, c'est quoi les règles du jeu. Ensuite, on verra les droits fondamentaux. Puis, on va plonger dans la grande différence entre un procès civil et un procès pénal. On suivra le parcours d'une affaire et on terminera par la question et après le jugement. Qu'est-ce qui se passe? Ok, première chose à savoir. Avant même qu'un procès ne commence, il y a des règles du jeu. Des principes universels qui sont là pour garantir que tout se passe bien, que ce soit juste pour tout le monde. C'est un peu les fondations de tout l'édifice. Et ces fondations, justement, elles ne sont pas là pour faire joli. En fait, toute procédure en France, quelle qu'elle soit, repose sur ce socle de principes qui sont là pour protéger. C'est une sorte de bouclier qui garantit que le processus est équitable dès le début. Alors, au cœur de ces règles du jeu, il y a quoi concrètement? Il y a des droits fondamentaux, des piliers qui sont là pour nous protéger. Regardons ça de plus près. Et le premier de ces piliers, le plus connu sans doute, c'est la présomption d'innocence. Le principe est simple, toute personne est considérée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été officiellement prouvée par un tribunal. Attention, c'est super important, ça ne s'applique qu'en matière pénale. Oui, mais là il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Si on est présumé innocent, comment ça se fait qu'on puisse mettre quelqu'un en prison avant même son procès? C'est ce qu'on appelle la détention provisoire. Ça semble contradictoire, non? Mais en fait, la clé, c'est de comprendre que c'est une exception très très encadrée. Ce n'est absolument pas la règle. On l'utilise seulement quand il n'y a pas d'autre solution, pour des raisons bien précises. Par exemple, pour éviter que la personne ne détruise des preuves, ne fasse pression sur des témoins ou tout simplement ne s'enfuit. Ok, donc on a la présomption d'innocence. Mais ce n'est pas tout. Un autre droit absolument fondamental, c'est celui d'avoir un procès équitable. Et ça, ce n'est pas juste une jolie phrase, ça recouvre plusieurs garanties très concrètes. Un procès équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, un juge indépendant et impartial, c'est la base. Ensuite, le procès doit se tenir dans un délai raisonnable, on ne peut pas attendre 10 ans. Bien sûr, il faut un respect total des droits de la défense, les audiences doivent être publiques, sauf rares exceptions, et enfin il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Ça veut dire que chaque partie doit pouvoir discuter de toutes les preuves présentées par l'autre. Tout doit être mis sur la table et débattu. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, les grands principes, on arrive à un carrefour. En justice, il y a deux grandes routes bien distinctes. Le choix de la route, il dépend de la nature de l'affaire. Est-ce que c'est un problème entre deux personnes ou est-ce que ça concerne la société tout entière? Et c'est là qu'on parle de procès civil ou de procès pénal. La différence est vraiment cruciale. D'un côté, le civil, c'est pour régler des litiges entre particuliers. L'objectif, c'est de réparer un dommage. L'exemple typique, c'est le conflit de voisinage. De l'autre côté, le pénal, là on parle d'une infraction à la loi, une atteinte à la société. L'objectif, c'est de sanctionner. Un vol, une agression, ça, c'est du pénal. Ok, civil, pénal, on a compris la différence. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Prenons une affaire et suivons son parcours, d'abord dans la filière civile, puis dans la filière pénale. Alors, pour un procès civil, le chemin est assez balisé. Souvent, la première étape, surtout pour les petits litiges, c'est d'essayer de s'arranger à l'amiable. Si ça ne marche pas, on passe à l'étape suivante, l'assignation. C'est l'acte officiel qui lance le procès. Ensuite vient une phase de préparation, la mise en état, où les avocats s'échangent leurs pièces et leurs arguments. Et enfin, c'est l'audience, avec les fameuses plaidoiries, avant que le tribunal ne rende sa décision, le jugement. Justement, en parlant de petits litiges, il y a un chiffre à retenir en matière civile. 5 000 €. C'est un peu un seuil clé. En dessous de ce montant, il est souvent obligatoire de tenter une conciliation ou une médiation avant d'aller au tribunal. Et c'est aussi un seuil qui a un impact sur la possibilité de faire appel du jugement. Maintenant, passons au pénal. Là, le parcours est complètement différent. Tout part d'une infraction. La victime porte plainte. Ça déclenche une enquête menée par la police ou la gendarmerie sous la direction du procureur. Si l'affaire est complexe ou très grave, un juge d'instruction peut être nommé. Son rôle, mener une enquête très approfondie en cherchant les preuves à charge mais aussi à décharge, c'est-à-dire en faveur du suspect. Une fois l'enquête terminée, l'affaire passe en jugement et en cas de culpabilité, une sanction est prononcée. Et là, il y a une particularité intéressante du système français concernant la victime. Dans un procès pénal, la victime n'est pas seulement là pour témoigner. Elle a un vrai rôle à jouer. Elle peut se constituer partie civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle peut, au sein même du procès pénal, demander une indemnisation des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi. Bon, le jugement est rendu. Mais, et si on n'est pas d'accord avec la décision ? Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Pas forcément. En gros, il y a deux grandes voies de recours. La première, c'est de faire appel.
Faire appel, c'est simple. On demande à ce que toute l'affaire soit rejugée par une autre cour, la cour d'appel. On reprend toutes zéro, les faits et le droit. La deuxième option, c'est le pourvoi en cassation. Et là, attention, c'est très différent. On ne rejuge pas l'affaire. La Cour de cassation, elle, va seulement vérifier si la loi a été correctement appliquée par les juges précédents. C'est exactement ce que dit cette citation. La Cour de cassation ne s'intéresse pas aux faits. Elle ne va pas réécouter les témoins. Son seul job, c'est de contrôler le droit. On peut la voir comme l'arbitre suprême du jeu judiciaire, qui s'assure que les règles ont été respectées partout en France. Donc si on prend un peu de recul, on voit que ce système judiciaire, qui peut paraître compliqué au premier abord, est en fait construit avec beaucoup de couches. Des principes protecteurs, des droits fondamentaux, des procédures distinctes et des voies de recours. Tout ça est conçu pour essayer de trouver un équilibre entre la protection des individus et les besoins de la société. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Une question qui est un peu le dilemme permanent de toute justice. Vaut-il mieux une justice rapide, qui risque parfois d'être expéditive, ou une justice qui prend son temps pour être la plus approfondie et la plus juste possible, au risque d'être trop lente? Trouver le bon curseur entre ces deux impératifs, c'est sans doute le plus grand défi. Simple Parrain, vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.